Bonsoir et bienvenue sur les Chroniques de Soho numéro 8. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Rosset pour son livre qui s'appelle Merlin et la magie de la conscience. Bonsoir Philippe. Bonsoir Audrey, bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Bons- Bonsoir Bonsoir Sophie. Philippe, Audrey. Donc voilà, donc on va vous présenter Philippe pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est auteur, conférencier. Il est chercheur indépendant, c'est un globe-trotter, donc il voyage de par le monde et il ramène avec ses écritures, bien entendu, un peu de ses voyages pour nous, en tout cas. Et on a le plaisir ce soir de pouvoir parler de son premier livre, puisque tu en as écrit un deuxième, mais on en parlera plus tard, qui s'appelle Merlin, la magie de la conscience. Donc voilà, qu'est-ce que tu voulais dire, Sophie, pour commencer Ah, avec Philippe. Merlin, je suis bretonne, donc ça ne peut que me parler. Tu as écrit Réveiller l'enchanteur qui est en vous sur ta devanture de ton livre. Évidemment, voilà, on va réveiller l'enchanteur qui est en nous. Donc ce soir, si j'ai bien compris, pour moi qui suis bretonne, donc, Merlin, il n'est pas forcément breton. On va apprendre qu'il peut être un petit peu partout et donc dans le Pays de Galles. Tu vas nous l'expliquer et on verra que le fil conducteur de cette aventure, c'est l'eau. Donc, je pense que tu es là pour nous en parler. Alors, comment tu as eu l'idée d'écrire ça à travers tes voyages, je suppose, mais quand, à quel moment? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce cheminement qui t'a conduit à écrire ce livre? Alors forcément, on parle de synchronicité dans le livre et puis de l'eau, et c'est au fil de l'eau et des synchronicités que je suis arrivé tout doucement à me dire que ce personnage de Merlin qu'on croit connaître et qui a bercé notre enfance, on pense à la figure de Disney, de l'Enchanteur, et je me suis dit, mais ce personnage, qui il est vraiment? Parce il est magicien, mais c'est quoi magicien? Il fait des tours simplement. Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Il a une capacité de se métamorphoser, il a une capacité de dialoguer avec les temporalités. Le temps ne semble pas avoir de prise sur lui. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ce personnage, j'ai l'impression qu'il prévoyait déjà tout ce que la nouvelle physique allait mettre en évidence, c'est-à-dire le temps qui n'existe pas, le pouvoir de l'eau informée. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un moyen d'aller chercher dans les mythes anciens ce qu'il prévoit déjà par rapport à notre actualité et de faire une passerelle entre les temps. Et puis après, il y a eu d'autres aventures où, effectivement, face à une chamane, quand il s'agissait d'aller chercher ses guides, ça fait partie un peu de l'initiation. Donc, vous êtes un peu en état modifié de conscience. Et à un moment donné, parmi les guides qui se sont manifestés, il y a eu vraiment le personnage tel qu'on le connaît, cet archétype de l'enchanteur avec sa barbe blanche. Et je me suis dit, alors que je n'attendais rien, hein, j'avais pas un lien particulier avec Merlin. Et là, il s'est manifesté. Et c'est après coup, toujours par synchronicité et par rétro-causalité, que je me suis dit que ce personnage, il avait des choses à me dire et à nous dire. Parce qu'après, effectivement, il fallait aller sur ses traces un peu partout où il est passé. En tout cas, où la légende dit qu'il est passé. D'accord, d'accord, Alors, d'accord. moi, je tenais à dire, franchement, félicitations pour ce livre. Alors, déjà, en premier lieu, il y a un peu trop pris sur la couverture, hein, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que les gens qui lisent Merlin, ils s'arrêtent au Merlin et ils lisent pas derrière la magie de la conscience. Et ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est que pour ceux qui veulent faire des séances de rattrapage ou qui veulent comprendre plus en profondeur les phases comme le pouvoir du son, le pouvoir de l'eau, le pouvoir... C'est extrêmement bien expliqué et au niveau de la conscience, qu'est-ce que ça fait en nous? Quelle redondance, il y a énormément d'exemples. Pour moi, en fait, c'est vraiment un livre initiatique et qui nous amène en fait à comprendre comment le mécanisme peut fonctionner parce que le but de ton livre, c'est quand même de rentrer en conscience, de faire son expérience personnelle pour arriver à faire des méditations, entrer avec cette histoire finalement qui est une initiation parce que Merlin, alors tu nous raconteras un petit peu quand même le personnage de Merlin parce que certaines personnes n'en savent que ce qu'ils ont vu dans les dessins animés, hein, donc voilà. Mais c'est important aussi de mettre en axe qui était Merlin, quel personnage il était dans le sens magique, hein, puisqu'il a une naissance assez particulière, et le cheminement du personnage
qui fait que toute la connaissance qui est ancrée en lui, qui représente un archétype, se retrouve en redondance dans ton livre, d'où ton cheminement et tes voyages aussi que tu racontes, puisque tu vas toi-même aller expérimenter sur place certaines énergies que tu vas accoler ensuite aussi à tes méditations, tout ça. J'aimerais bien que tu nous en parles de ça, Philippe, si tu veux bien. C'est vrai que ce livre, il a mis du temps et il mettra encore du temps avant d'être pleinement compris. D'abord parce qu'il y a une couverture qui peut prêter à confusion, qui joue. On peut d'ailleurs même se demander de quel genre il s'agit. Est-ce que c'est de l'heroic fantasy? Il y a une couverture très celtisante et ça a même été classé dans certains sites de vente en ligne comme étant druidisme ou celtisme, mais c'est pas du tout le cas parce que c'est un livre qui est au croisement de la physique, de la mythologie, de la philosophie. Et puis en plus, dans le livre, il y a à la fois une partie où on explique la légende de Merlin, et puis après, c'est un prétexte. En réalité, c'était juste un détour, une métaphore pour nous dire, bien après tout, ce personnage de Merlin, il est capable de faire des choses extraordinaires, mais nous pouvons peut-être tous faire la même chose. D'où cette idée d'un enchanteur intérieur ou d'une enchanteresse intérieure. Et puis, je me suis dit aussi, c'est peut-être l'occasion d'expérimenter directement ce fameux pouvoir de la conscience. J'aurais peut-être dû l'appeler la conscience créatrice, parce que magie, c'est toujours connoté. Ça peut renvoyer à quelque chose un peu farfelu, alors que ça ne l'est pas. C'est profondément sérieux, sourcé, avec une bibliographie, tout ce qu'il y a de plus actuel. Donc ça me semblait aussi très important. Et puis, il y a plusieurs parties. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie de se cultiver sur Merlin et de développer le cerveau gauche, il y a toute la partie cerveau droit, où on voyage par la conscience, on expérimente les lieux, les éléments qui me semblent liés à Merlin. Donc, l'idée d'un livre un peu multidimensionnel, je dirais peut-être 3 parties, l'histoire de Merlin, en quoi Merlin parle de cette magie de la conscience, de cette conscience créatrice, du pouvoir de l'intention. Puis la dernière partie, expérimenter par vous-même. Ça me semble aussi très important, c'est que les gens ne me croient pas sur parole et que j'ai pas une vérité dogmatique à imposer, mais qu'au contraire, comme Merlin d'ailleurs, personnage qu'on peut pas saisir parce que chacun a son Merlin. Chaque siècle a son Merlin. Il y a le Merlin du Moyen-Âge, il y a celui de Barjavel, il y a celui de Disney. Ensuite, il y a tous les avatars de Merlin, parce que quand on regarde les personnages de la fiction à barbe blanche, à bâton et initiatique, ben on a Obi-Wan Kenobi, on a Dumbledore. Finalement, ce sont que des personnages comme ça qui voyagent à travers le temps, mais qui ont à peu près la même énergie et qu'on a tous quand même en nous. Et puis Merlin, c'est le vieillard, le sage, mais c'est aussi l'enfant intérieur. D'ailleurs, quand il est enfant, on le prend déjà pour un ancien, et quand il est ancien, il a la même joie qu'un enfant. Donc, il nous trompe tout le temps, il est plutôt insaisissable, et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant, plutôt que d'être dans une espèce de vérité qui serait dogmatique. C'est un vrai cheminement, et puis il y a certainement des choses que je n'écrirai plus aujourd'hui, que je n'écrirai plus tard. J'ai même évolué dans mon cheminement. Voilà, c'est un petit peu le but de ce livre, d'essayer de balayer beaucoup de sujets pour faire le point sur ce fameux nouveau paradigme post-matérialiste. Alors, c'est un peu ronflant, mais en gros, ça veut dire si tout n'est pas que matière, il y a une partie de conscience. On est sans doute un peu hybride nous-mêmes, comme Merlin, qui lui est fils d'une vierge et fils d'un diable. C'est un peu un Christ, un néo-Christ. On a peut-être aussi cette Vierge. part de dualité en nous, cette complexité en nous, cette capacité de se métamorphoser. C'est ça que je voulais explorer, que les gens expérimentent. Mais c'est un petit peu comme, pardon Sophie, c'est un peu comme avec Freud, hein, c'est-à-dire qu'il y a des archétypes comme Oedipe que tout le monde connaît. Là, on part quand même sur une quête importante qui est, alors déjà dans un premier temps, qui est l'initiation. C'est pourquoi? Parce que quand on veut faire une expérience, en fait, c'est bien de comprendre comment on arrive à cette expérience. Donc toi, tu as décrit ton livre avec 7 étapes particulières. Ces étapes, elles sont quand même importantes à comprendre, à assimiler, parce que c'est pareil, si on va arriver dans quelque chose peut-être de magique, c'est-à-dire de mécanisme de la conscience, il faut connaître toutes les bases. Et en fait, quand on commence ton livre, on se dit, mais il va où? Qu'est-ce qu'il veut nous dire au départ? Pourquoi il nous parle de l'eau? Pourquoi il nous parle de tout ça? Et en fait, quand on prolonge le livre, on comprend tout à fait comment dire, la méthodologie pour arriver, et tout en ayant quand même cette fascination pour le rêve de Merlin, quelque part,
avec ces outils, arriver justement à aller au cœur de sa conscience, de sa propre conscience, peut-être aller soigner quelque chose chez soi. Et moi, je trouve que voilà, la structure, elle est extrêmement bien faite, très évolutive. Et après, on comprend vraiment quand on arrive à la fin, quand on arrive à cette méditation, c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce que tu voulais dire, Sophie? Non, pas qui rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, qui se sert de l'archétype de Merlin, en fait, pour expliquer ce qui se passe autour de nous, les mystères, les choses comme ça, voilà, se servir de Merlin pour pouvoir expliquer la magie qui se passe tout autour de nous, de chacun, tout le temps, en permanence. Oui. Et toujours avec des citations, hein, bien entendu, parce que Philippe, en fait, va toujours chercher dans la littérature ou dans la psychologie, dans la conscience aussi, ce qui peut rebondir en soi et ce que les autres ont dit. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que justement, même si on a un cheminement propre vers justement le monde de l'information, ce monde de la conscience, en fait, chacun on a évolué par bribes avec notre logique. Et en fait, je trouve que la logique que tu as, Philippe, comment dire, accessible. Voilà. Toi, c'est le but que tu recherchais pour justement quand tu as écrit ce livre? C'était le défi, c'était de vulgariser, parce que c'est pas évident de comprendre ce qui est évoqué depuis à peu près une quinzaine d'années. C'est ce concept de rétrocausalité ou de synchronicité qui fait que peut-être le futur arrive à nous donner des informations. Donc c'est très contre-intuitif, alors qu'on pense généralement le temps comme linéaire, se déroulant inexorablement du passé, présent, futur. Si la flèche du temps est inversée, il y a plein d'éléments qui semblent le dire. Je me suis dit comment éviter qu'on soit complètement perdu ou perché là-dedans, d'où l'idée de passer par de l'histoire, par de la littérature, par des mythes qui nous disaient en fait déjà tout ça il y a déjà très très longtemps. Donc c'est très ambitieux parce que ce sont des concepts extrêmement complexes. Mm. J'espère ne pas d'ailleurs les déformer ou mal les comprendre, mais c'est un petit peu comme si on voulait expliquer l'électricité. Moi, tout à l'heure, pour allumer mon ordinateur, j'ai appuyé sur un bouton. Est-ce que je sais comment ça marche en détail? Non, mais je sais que quand j'appuie sur le bouton, ça marche. Ben, c'est un petit peu ce que je voulais pour ce livre. Il fallait, on ne sait peut-être pas comment tout fonctionne, comment les mécanismes fonctionnent, mais au moins on sait que ça marche. C'est-à-dire que possiblement, dès qu'on a compris cette idée d'intrication quantique, et qu'en dépit du temps et de l'espace, deux éléments peuvent se mettre en relation dès lors qu'ils se communiquent et qu'ils se mettent en intention et en résonance l'un par rapport à l'autre, bah, j'allais dire qu'à partir de là, tout découle. À partir de quelques principes très simples, on arrive à comprendre énormément de choses qui semblaient jusqu'à présent surnaturelles. En fait, cette magie, ce côté surnaturel, ne serait-ce que par exemple couper le feu, ou même informer l'eau, bah, tout ça, ça s'explique, peut-être pas encore parce qu'on n'a pas les outils pour le faire, mais ça s'expérimente en tout cas, et puis je suis persuadé qu'un jour, tout ça semblera parfaitement naturel, même Mm. banal. Donc c'est ça aussi la magie, c'est de montrer qu'il Est-ce qu'on peut n'y a parler de la peut-être pas de puissance, magie. on peut parler de la puissance de l'intention, justement, pour expliquer ce qui est possible de faire pour prendre conscience des choses, tout simplement. Ouais. Oui, 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 c'est vrai que ça occupe une grande partie du livre, le pouvoir de l'intention, parce qu'à partir de là, si l'eau, c'est le fil directeur et que nous-mêmes, nous sommes constitués en poids et en molécules d'une énorme partie d'eau, bah, c'est justement ça qui nous permet d'engrammer l'information et de créer des intentions et des passerelles à travers les êtres et les temporalités et les choses. Mais toujours avec beaucoup de prudence, c'est pas de la pensée magique. J'ai pu lire ça et là que parfois on considère que c'est de la pensée magique et qu'on peut tout obtenir par l'intention. Non, ça, il faut être absolument clair. Je ne suis pas du tout dans l'idée de la loi du secret et de la loi d'attraction, mais plutôt dans la loi de résonance. C'est-à-dire que ce que l'on obtient par l'intention, c'est quelque chose que l'on peut obtenir par rapport à notre structure, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre histoire, par rapport à de très nombreux déterminismes. Et là où j'en suis actuellement dans ma recherche, c'est que je ne suis pas certain qu'on arrive
à tout créer ou co-créer, sinon ça serait purement invivable, hein. Il faut quand même qu'il y ait une Ouais. cohérence de l'univers. Mais si on se connaît et qu'on arrive précisément à connaître notre structure, j'allais dire notre code, eh bien Mm. là, peut-être que ça marche davantage. Mais il faut expérimenter. Là, de ce point de vue-là, c'est toujours pareil, comme en science, il faut faire des hypothèses, vérifier, voir si ça fonctionne ou si c'est une vue de l'esprit ou une espèce de simple biais cognitif. C'est toujours pareil. Mais je pense que cette loi de résonance, ça fonctionne. Et que de très nombreuses personnes qui ont expérimenté les méditations et qui déjà même avant avaient expérimenté ces phénomènes de synchronicité ou ces phénomènes d'information, d'intention, que ce soit à travers des soins prodigués à des animaux, à des plantes, ou Mhm. sont déjà convaincus de tout ça. Donc ces gens-là n'ont plus besoin d'être convaincus. Mais c'est les autres peut-être qui devraient peut-être petit à petit apprendre à ouvrir cette conscience vers ce monde que j'appellerais la conscience quantique en fait, hein. Mhm. Ah, c'est magique. Moi, je trouve ça fascinant. En tout cas, la façon dont tu le racontes, je trouve ça fascinant. Et c'est vrai que aujourd'hui, les gens s'ouvrent plus, mais il y a encore quelques années, enfin, moi, je sais que dans certains salons, on ramenait une forme de communauté de gens qui cherchaient à s'éveiller. Et en fait, même quand on fait des conférences et des choses comme ça, euh, on, on essaye de faire passer un message, mais on ne sait pas si dans l'essence, il sera vraiment compris. Et je trouve que ton livre, il est très abouti, justement pour comprendre toutes ces choses, la formation, la rétrocognition dont tu parles aussi, puisque ton livre a été préfacé aussi par Romuald Le Terrier. Mais on va plus loin que ça, parce que tu reprends quand même des exemples aussi de la conscience par rapport à Jung. Tu parles des NDE, donc les NDE, donc le principe de la conscience, du temps, justement, qui peut être bon, rétrocausal, du coup, pour le coup, parce que tu peux être aussi bien dans le passé que dans le futur. Euh, et en fait, quand tu arrives au bout de ces connaissances, là, tu te sens un peu plus équipé, justement, pour aller comprendre toutes ces petites informations. Elles sont utiles pour aller comprendre, en fait, ce que nous, on vient chercher quelque part, c'est-à-dire la connaissance de soi-même. Et comment, nous, quelque part, on peut manifester aussi dans notre présent ben, les belles choses, comment on peut aller se soigner quelque part aussi. Et donc, il faut ce magicien que tu as pris, donc cet archétype de Merlin, pour aller ben, justement au fond des choses, se dire ben, le pouvoir que Merlin il peut avoir en lui en tant que chaman, puisque c'était aussi un être de la nature, hein, qui est très en phase avec, c'est en communion avec, donc du fait qu'il soit en communion, ça veut dire qu'il communique plus, qu'il a de l'information, en plus il a le don de transformation, tu vois, on retrouve aussi des archétypes freudiens, puisqu'on repart dans les histoires aussi grecques, hein, quelque part, hein, parce qu'il y a toujours des redondances dans les histoires. Et justement, je trouve que c'est super bien développé euh, de ce côté-là. Et c'est important que les gens puissent comprendre que quand ils vont prendre ce livre-là, ils ne peuvent pas ressortir de la même manière avec la même pensée. Donc ça vaut le coup, même si au départ il y a une résistance, parce que c'est un livre qui est quand même dense d'informations et qui amène en fait à d'autres réflexions. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sophie? Qu'effectivement, ça pousse à pouvoir se connaître soi-même, à pouvoir s'identifier à ce Merlin-là, et se tenter de faire l'expérience. Et que je pense que le fait de pouvoir aujourd'hui, de pouvoir aujourd'hui, d'avoir cette capacité, tu donnes cette petite technique pour pouvoir se plonger, comment pourrais-je pas dire ça, pas se retrouver, mais se retrouver hors temps, et puis c'est une façon de voyager qui, j'arrive C'est pas le à retrouver principe de la beaucoup. méditation. C'est le J'ai principe balayé. On en parlera après, mais c'est le principe de la méditation, justement, où tu es hors temps, où justement tu as ton inconscient qui prend le dessus, justement. Et pour ça, en fait, c'est bien de pas que s'intéresser à ce que ça peut produire, mais de s'intéresser au mécanisme d'une certaine logique qui fait que ça dédiabolise aussi ce côté croyance pour entrer dans le vif, finalement, de la physique. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe?
Oui, c'était très important de démystifier sans dénaturer et sans faire du réductionnisme. C'est-à-dire que la magie, elle existe, mais elle est explicable. De même que je prends toujours l'exemple des aurores boréales. Avant qu'on explique que c'était un phénomène parfaitement naturel, il y avait des tas de légendes autour de ces aurores boréales. Pour autant, elles restent encore un spectacle qui nous émerveille. Et donc, je pense Bien que dans sûr. quelques années, quand je pense qu'il nous faudra des décennies avant d'arriver à admettre cette conscience délocalisée, parce qu'en fait, ça parle de ça. C'est bien la conscience délocalisée et qui habite, qui fait qu'elle est dans notre corps. Mais une fois que cette conscience est capable de voyager, et là, il y a plusieurs techniques pour le faire, on se rendra compte que ce qui semblait surnaturel, parfois effrayant, et ce qui peut faire peur aux gens. C'est pour ça que tu as bien fait de signaler que c'est un livre qui pourrait parler aussi à ceux qui voudraient découvrir, mais qui jusqu'à présent étaient peut-être un peu réfractaires ou se méfiaient en disant « Oh là là, c'est New Age, c'est perché, Ouais, c'est vrai. ce sont des croyances », alors que pas du tout. Précisément, là, je voulais m'entourer de références, que ce soit dans la psychanalyse, que ce soit dans la science, pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose de nouveau, mais qu'il faut passer ce stade de la peur du nouveau pour s'aventurer vers ce monde-là. Sinon, tant qu'on ne va pas vers ce monde-là, on va rester, puisque le pouvoir de la conscience fait que on est aussi dans un monde qui, nos pensées créent ce monde-là. Et forcément, si on est de plus en plus nombreux à avoir cette ouverture-là de conscience, peut-être que petit à petit, le monde changera. Même si je ne suis pas totalement persuadé que le monde sera post-matérialiste. Mais pour certains, oui, ça pourra fonctionner. Mhm. Alors moi, je vais te dire, ton livre, alors je vais le dire, hein, Philippe, ça fait combien de temps? Peut-être 2 ans que j'ai ton livre, on en a discuté un petit peu. Et en fait, pour l'émission, je l'ai relu une deuxième fois. Et en fait, on s'imagine même pas, comme l'esprit, même si on est dedans, etc., il voyage déjà autrement, il comprend autrement, il admet les choses autrement. Donc, c'est même quelque chose à relire. Il me semble aussi que l'année dernière, tu avais fait organiser un voyage pour partir donc en Angleterre, pour aller sur place justement pour aller faire découvrir les éléments de la magie de Merlin. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça me semblait important de sortir des livres et de l'approche intellectuelle pour aller l'expérimenter. D'où ce voyage, c'était en 2023, mais le temps passe vite, c'était en juillet. Donc là, on a pu expérimenter notamment Stonehenge, parce que je parle pas mal aussi d'archéologie et de ce monument qui est lié à Merlin, parce que normalement, dans la mythologie, on nous dit que c'est Merlin qui aurait bâti Stonehenge. Ça, c'est raconté chez Robert de Boron et chez Geoffroy de Monmouth. Donc, je me suis dit, autant aller expérimenter ça sur place, et notamment Glastonbury, qui serait l'ancienne Avalon. Donc là, il y avait, je me souviens, dans ce groupe, des gens qui étaient peut-être un peu sceptiques ou qui se disaient, qui par curiosité voulaient simplement peut-être découvrir qui j'étais et quelle était la réalité derrière le mythe. De jour en jour, ils ont été bluffés par les synchronicités. C'est-à-dire que tout semblait s'aligner avec ce que nous avions à recevoir pour ce voyage précis. Déjà, on n'était que 5. Ensuite, tout était lié à la synchronicité du temps, de la création. Le chiffre 5, c'est comme lié à la créativité, à l'énergie du lion, notamment en astrologie, à la symbolique du lion. Et on n'a eu Mm. que ça du début à la fin. Et je pense que le voyage aurait été très différent avec moins de monde et plus de monde et pas les mêmes énergies. Donc là, j'aurais dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, Merlin s'adapte en fonction de ce que nous avons besoin d'entendre au moment où ça se manifeste. Et ce que tu signalais, ce livre que tu lis et qui se modifie en fonction des lectures, c'est exactement ça. Tu pourras le relire dans Transformation. 2 ans, ça aura encore complètement changé. D'où le côté vif argent et très mercurien de Merlin, c'est qu'on ne peut pas l'attraper et que quand on pense et on se dit ça y est, le livre est fini, c'est bon, j'ai compris. En fait, si on le reprend par une autre extrémité ou par une autre entrée ou par une autre méditation, tout à coup, c'est un peu diffracté, c'est différent, c'est une autre entrée et on va travailler quelque chose d'un peu différent. Ça, c'est ce que j'ai mis en évidence dans le livre suivant dont on parlera plus tard. Et qu'est-ce que D'où tu la as ressenti transmutation de Merlin. en allant à Stonehenge? Tu as ressenti quoi particulièrement? Parce que c'est un lieu qui est quand même particulièrement touristique, hein, il y a quand même pas mal de monde qui y va. Donc, est-ce qu'on arrive à ressentir la magie en arrivant? Est-ce que tu te mets dans ta bulle? Comment tu fais pour Ouais. Ouais, expérimenter? c'est très, très important. Stonehenge est un endroit tellement touristique où on ressent à la fois les attentes,
les excitations des gens. Alors, évidemment, on ne peut pas rentrer, on n'a pas privatisé le site, mais ce que je propose à mes participants, c'est d'aller un peu à l'écart, un peu loin de la foule, et d'aller vers les autres petits monuments qu'il y a autour, vers les pierres qu'il peut y avoir autour, pour se connecter, notamment aux étoiles, puisque Stonehenge, c'est quand même un observatoire de solstice, d'équinoxe. Et c'est là que je leur apprends à regarder avec des applications de téléphone ou autre la position du ciel. Donc, l'idée quand on va à Stonehenge, c'est que très rapidement, alors on est obligé de vivre l'expérience touristique, mais au bout d'un moment, je me dis, mettez-vous en moins de 2500 et faisons l'expérience de conscience de ce qu'était le Stonehenge à l'origine. Et essayons de voir quelles images, quelles informations, quelles bribes, quels mots, quelle que soit votre sensibilité, qu'est-ce que vous arrivez à capter. Donc ça, c'est très important puisque, alors on va sur le site, c'est important de voir, mais quand on est sur le site, tout de suite, on fait l'expérience du voyage du temps. C'est-à-dire que sur place, je leur dis, pensez à vous mettre dans votre bulle de protection et essayons de voir ce qu'était Stonehenge à l'origine. Et là, c'est toujours pareil, la magie opère. Et quand la magie opère, ça signifie que Tout ça t'est connecté? les oui, 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 oui. Alors c'est des connexions, c'est pas forcément spectaculaire, ça peut être quelques mots, ça peut être des odeurs, c'est un canal très sensoriel et la plupart des participants arrivent à se retrouver dans le Stonehenge, d'origine et à expérimenter cette conscience qui est capable donc de se jouer aussi du temps et de l'espace. Ouais, c'est D'accord, bah, je magique. te remercie. J'étais curieuse d'avoir ton ressenti sur ce site-là que j'ai pas eu l'occasion de visiter encore. Alors, il y en a d'autres, hein, là, c'est le plus connu, et puis il était vraiment lié à Merlin, donc c'était incontournable par définition quand on va à Glastonbury. Tout le monde veut voir Stonehenge et c'est légitime, mais après, je ne vous cacherai pas qu'il y a des sites beaucoup plus préservés, beaucoup plus Mhm. tranquilles, notamment aux îles Orcades ou dans les îles Hébrides. Alors là, ça sera l'occasion de faire d'autres voyages plus tard. Mais Stonehenge, ça reste un incontournable, ça reste une base pour comprendre Ouais. aussi toute la symbolique du cercle et même du double cercle. Parce que là, dans le livre, j'essaye d'émettre l'hypothèse selon laquelle Stonehenge serait un observatoire astronomique, mais aussi astrologique. Mhm. Que ces doubles cercles, c'est aussi un moyen de chercher l'individuation. Audrey, tu parlais tout à l'heure de Jung, c'est ça aussi Merlin. Et de la connaissance de Mm. soi, c'est l'idée de polir petit à petit le diamant qui est en nous et de le faire briller de toutes les facettes. Pour ça, il faut replonger à ce qu'il y a inscrit sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Et Voilà. cette connaissance de soi, par loi de résonance, elle permet de connaître l'ensemble des lois de l'univers. C'est-à-dire que tout est résonance et analogie, en réalité, Ouais. de manière très holographique et fractale. Donc, notre personne n'est qu'un reflet d'un ordre plus grand. Quel est cet ordre plus grand? J'en ai aucune idée, pour ça je cherche. Mais si on sait que dans le plus petit élément, il y a le code du plus grand, et que dans le plus grand, il y a le code du plus petit, c'est en fait l'enseignement des tables d'émeraude, hein, d'Hermès Trismégiste, Complètement. et dont Merlin est le dépositaire d'ailleurs, hein, parce que si on veut rechercher ce qu'il y avait avant Merlin, on remonte jusqu'à Hermès Trismégiste, et avant, on a Thoth. Donc c'est quand même le magicien, le gardien de l'écriture, le gardien du savoir. Il y a une généalogie, il y a un avant Merlin et un après Merlin. Mm. C'est vrai. C'est magique. Et puis moi, tu sais quoi, tu m'as fait voyager quand même parce que, alors déjà, euh, il faut savoir que quand c'est un livre qui va crescendo aussi et qui respecte un certain ordre. C'est-à-dire que là, par exemple, même pour tes méditations, on va partir sur des éléments particuliers. Je vais les nommer d'abord et si tu veux bien les développer un petit peu pour intéresser les personnes qui, voilà, qui se posent des questions en fait sur ce cheminement. Donc au niveau énergétique, on va en parler après aussi. Tu respectes tout à fait un ordre qui même, enfin, qui est exploité aujourd'hui même au niveau des chakras. Donc le centre énergétique, si l'on considère que on est une lumière, on est un faisceau lumineux, voilà. Si on le fragmente, en fait, on arrive à les sphères, aux sphères de colorimétrie qu'on connaît de base, rouge, orange, jaune, vert, etc. Et donc, en fait, les fréquences que tu nous fais asseoir, elles fonctionnent aussi avec la nature et certains éléments que tu développes dans Merlin. Donc en premier, il y avait la pierre bleue de Presley. Mm.
Est-ce que Oui, tu peux oui, nous en tout à parler? fait. Tout à fait, il y a un ordre. Alors, il y a le chiffre 7. Il y a 7 éléments. Pour ça, je laisse découvrir le soin aux gens de découvrir l'ensemble de ces éléments. Mais avant d'aller chercher du spirituel, parce que c'est souvent aussi le travers quand on veut aller vers ces mystères et cette spiritualité, l'erreur qu'on peut commettre souvent, c'est d'aller, de griller les étapes et de vouloir avoir des Ouais. connexions surnaturelles avec des guides, des anges, des archanges ou d'autres êtres. Et je pense qu'avant, il faut être très, très ancré. Sinon, on Mm. perd pied. Donc, la pierre bleue de Presley, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'ancrage. C'est l'une des pierres qui composent le monument de Stonehenge. À l'extérieur, c'est des pierres qui se trouvent pas très loin de Salisbury, de pierres de Sarcelles. Et à l'intérieur, le cercle plus petit, c'est des pierres bleues qui viennent du pays de Galles. Et quand on regarde les propriétés de ces pierres-là, on est sur l'ancestral, on est sur l'ancrage, on est sur, c'est quand même ce qui constitue la base et la structure même de Stonehenge. Donc, avant de monter un peu dans la gamme, il faut d'abord être les deux pieds bien ancrés et avoir cette conscience tellurique, minérale, euh, avec aussi du bon sens, un sens pratique, Mm. être bien sur terre, sentir la terre avant, petit à petit, sans griller les étapes. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de méditer directement avec la 5, la 6 ou la 7. C'est très initiatique. Donc, tous ceux qui ne sont pas au courant du système des chakras ou qui n'y croient pas même, là, ils ont là une justification et une explication du système à la fois des chakras et puis aussi du système des maisons en astrologie. Parce que la maison 1, c'est la maison du bélier, c'est la maison aussi de la base, de la structure. La numéro 2, c'est la maison du taureau. Donc, ça a été aussi un petit peu construit comme ça. Et dans la maison 2, on a le rapport à la nature et c'est le pommier de Bardsey. Voilà, donc Mm. c'est construit très logiquement selon cette progression, aussi bien dans les maisons, dans les chakras, euh, pour petit à petit éclairer toute la gamme de nos harmoniques, hein, si on conçoit qu'on est aussi une espèce de musique densifiée. Je pense que c'est un peu ça, ce que nous sommes. On émet une musique, on émet une sonorité, Mm. une fréquence. Et l'idée, c'est d'allumer petit à petit ces accords et de jouer avec les octaves subtilement. Donc, on a Ouais, compris, on ne brûle pas les étapes pour ne pas se brûler les ailes. Voilà. Très, très, très exactement. important parce que c'est une tentation qu'on a dès qu'on Ouais, c'est tombe vrai. là-dedans, on a envie d'avoir des super pouvoirs, mais c'est pas ça en fait. Les super pouvoirs, le super pouvoir, c'est déjà de sentir la terre, c'est déjà de se sentir respirer, c'est ce qu'on apprend dans la méditation. Et peut-être après, on pourra expérimenter le subtil, l'ultra subtil et des consciences autres ou évoluer. Ça, je ne sais, ça dépend vraiment du cheminement de chacun, mais en évitant précisément d'inventer ou d'affabuler. Donc, être vraiment, vraiment ancré. Et après, on expérimente petit à petit. C'est pour ça que c'est un livre vous pouvez l'utiliser pendant 7 ou 8 ans, hein, même plus. D'accord. Mm. Monter Ça au rappelle un septième peu le principe. ciel. Ouais, oui, au septième siècle, puisqu'il y en a sept, il y a sept étapes, hein. Moi, ça me rappelle un peu la croix, les croix, tu sais, au niveau des croix, que ce soit la croix de Hank, la croix catholique. Alors, en fait, on te dit qu'il faut que tu sois deux fois plus ancré pour pouvoir t'élever. Donc, le principe de l'ancrage, il est juste et on le retrouve partout, hein, voilà. Et toi, quand tu es parti en Angleterre, en fait, qu'est-ce qui t'a plu d'expérimenter sur place? Il y a, alors, sachant que chaque lieu va, comment dire, évoquer une certaine émotion en toi ou va travailler sur une certaine conscience intérieure, laquelle, alors là, ça devient du personnel, hein, Mm. laquelle elle t'a fait vibrer le plus? Mais précisément, c'est ça, cette conscience quantique, et c'est pour ça qu'on aura bien du mal parfois à dialoguer avec des scientifiques qui restent sur un modèle matérialiste. Et c'est une grille de lecture, mais là, on entre dans la conscience quantique, dans une conscience individuelle. C'est-à-dire que nos expériences subjectives, c'est évidemment pas une vérité objectivable. Ce que je vais raconter ne sera pas vécu de la même manière. Et on est dans à la fois du relatif, on est dans du subjectif, mais précisément, ces expériences-là, mine de rien, nous montrent qu'il y a quand même des vérités propres à chacun qui se dessinent. Mais on ne peut pas objectiver et on ne peut pas dire faites ça, allez dans ce lieu et vous vivrez et c'est valable pour tout. Ça ne peut pas être un universalisme, c'est forcément quelque chose de subjectif. Donc autour de ce livre, évidemment, j'ai vécu des choses incroyables. Ne serait-ce que pour l'île de Bardsey, au pays large du Pays de Galles. J'y suis allé, c'était en mai 2017. Il faisait très mauvais un jour avant, il faisait très mauvais un jour après, et j'ai eu une fenêtre météo pour aller sur l'île, sinon le bateau n'aurait pas pu partir.
et je n'aurais jamais pu aller sur place découvrir ce fameux pommier qui ne pousse que sur l'île de Bardsey, qui est un pommier, alors pour le coup magique, étudié par des botanistes parce il résiste à quasiment toutes les maladies. Il est extrêmement résistant et c'est pour ça qu'il a peut-être, certains disent que Bardsey, c'est la véritable île d'Avalon. Aval, hein, dans la racine celte, c'est tout ce qui concerne la pomme. Et si on regarde aussi la pomme et les propriétés de la pomme, du pommier, des fleurs, que ce soit en fleurs de bac, que ce soit en gémothérapie, c'est quand même une plante et un fruit très, 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 très puissant, très guérisseur, je dirais. Donc là, déjà, ne serait-ce qu'une petite synchronicité, grand beau temps, une mer d'huile pour aller ramener les informations et photographier, parce que c'était important que je photographie ce pommier pour ensuite le placer dans le livre, puisque dans le livre, j'apprends aussi comment, avec la photo, vous pouvez vous connecter à l'information, hein, je pense que c'est plutôt ce mot qu'on va retenir, l'information du pommier de Bardsey. Et puis d'autres synchronicités, alors là, il faudra une émission entière pour dire que le jour où j'ai fini ce livre, que j'ai écrit en Écosse, je suis redescendu du côté de Glastonbury, je voulais finir vers Stonehenge, et symboliquement, je voulais envoyer ce livre au préfacier à Romuald Le Terrier. Et ce jour-là, donc, c'était fini. Voilà, je mets le point final, le manuscrit, je l'envoie symboliquement à la poste de Glastonbury. Et là, le soir même, autour des collines de Glastonbury, sur ces collines magiques qu'on appelle les Golden Ball Hills, il y a eu quand même un phénomène lumineux sur lequel j'enquête encore et que je suis seulement en train de comprendre, de saisir. Et Romuald m'avait dit, ça va être quelque chose de tellement synchronistique, ça relève même du phénomène lumineux dont parle Jung. Donc, il m'est arrivé effectivement des choses incroyables que je ne peux toujours pas expliquer. Et ça, je ne peux pas dire aux gens, faites-le, allez sur ces lieux et vous vivrez ça. Ce serait trompeur. Mais ça signifie, vous êtes donc tous potentiellement à même d'activer des choses qui vont vous être propres en fonction de ce que vous êtes, de votre histoire, sans attendre, parce que la plupart de ces choses, même pas la plupart, tout ce que j'ai vécu, j'attendais rien. Quand on attend les choses, elles se bloquent, elles n'arrivent pas. Mais là, tout ce que j'ai vécu, dans la fluidité, dans les rencontres, dans les gens, tout semble en fait venir comme dans un jeu vidéo. On attire les éléments, on attire la météo adéquate, des personnes qui parfois semblent surgir de nulle part, qui nous donnent des phrases qui semblent ne pas avoir de sens et qui finissent par en avoir, mais 1 an après ou 2 ans après. Et c'est en ça qu'on expérimente ici-bas cette magie du temps qui fait que tout s'entrecroise, hein. On est dans un grand web, une grande toile, et ce que l'on touche maintenant, peut-être est en train de faire toucher, de faire bouger cette grande toile de Virde à l'autre extrémité. Voilà, il y aurait des tas d'éléments synchronistiques à évoquer avec l'Angleterre, avec Merlin, avec tout ce qu'il y a eu par la suite, mais ça ne se provoque pas, ça ne se cherche pas, ça se vit avec ce côté léger, ce côté très enfantin. C'est pour ça que la métaphore de Merlin, elle nous est très utile, parce qu'il est à la fois le sage, mais c'est celui qui sait s'amuser. Et c'est précisément ce que nous avons perdu quand nous devenons adultes. Cette poésie, cet enchantement au quotidien, le fait qu'on puisse imaginer, comme le font les enfants, tiens, et là, est-ce qu'il n'y a pas une tour ou un château? Et là, il y a un dragon. Et qu'est-ce qu'on fait si? Et derrière, il y a un adulte qui va vous dire, mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas, tu inventes, reviens sur Terre. Et à force d'être bridé et brimé, on a fini par étouffer cette perception autre de l'imaginaire qui en fait partie de nos vies. Ce qui fait qu'il est important avec ce livre de réactiver ces réseaux, j'allais dire, de l'imaginaire, du mythe, du fantastique, du merveilleux, parce qu'on l'a recouvert d'une couche. On a été très dur avec nous, que ce soit dans notre éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, dans les injonctions qu'on nous donne. Eh bien, on a mis une couche de protection et on n'est plus capable de voir ces signes-là, ces subtilités, ces messages qui, encore une fois, peuvent ne pas être hyper spectaculaires. Mais c'est précisément quand on n'attend rien de spectaculaire que la magie intervient. Ouais, le formatage, c'est terrible. Là-dessus, parce qu'effectivement, de mon expérience personnelle, j'ai 42 ans, ça doit faire 20 ans que j'essaye le magnétisme, créer une boule d'énergie, etc. Puis ça marche absolument pas. Voilà, je suis avec les magnétiseurs, il me dit, mais si, regarde, tu sens rien et tout. Non, je sens pas du tout.
Et un jour, juste avant, un soir plutôt avant d'aller me coucher, je tombe sur une vidéo allez, qui dure 5-10 minutes d'un gars qui explique comment faire une boule d'énergie en 5 minutes. Je dis, allez, on fait ça à la rigolade, de toute façon, je m'attends absolument rien. Et c'est là qu'en faisant son exercice, bah, figure-toi que finalement, je l'ai senti. Et tu as raison de souligner ça, c'est quand tu t'attends à rien, en fait, c'est que tu relâches totalement le truc, il y a quelque chose qui se passe. Ou quand on a fini de croire, peut-être qu'à ce moment-là, il y avait plus d'attente en disant ça m'engage à rien, j'ai tout essayé et c'était juste ce moment qui était nécessaire pour ressentir ces énergies. Donc ça veut dire, c'est ça le fameux lâcher prise qui est parfois agaçant hein, quand on nous dit il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et qu'est-ce que c'est le lâcher prise? C'est quand on se pose plus la question de savoir ce qu'est le lâcher prise. Et c'est quand les choses arrivent. Voilà, Ouais, d'attendre. c'est quand tu lâches le mental. Voilà, c'est Quand ça. tu, Alors, quand il faut tu quand même lâches le le garder bien mental. sur le mental, hein, ça c'est important dans le livre. Je ne dis jamais qu'il faut s'abandonner à des forces surnaturelles. On a aussi dans notre corps, on a un cerveau et une pensée logique et rationnelle, mais il faut avoir les deux, il faut marcher sur ses deux jambes, le côté logique, rationnel, cartésien, mais il ne faut pas qu'il étouffe le côté intuitif, le côté créatif, mais qui n'est pas assez mis en avant dans notre société, j'allais dire surtout française. Si on développait davantage cette créativité, et cette capacité aussi, cette intuition, qu'on n'en avait pas peur et qu'on associait les deux, bah, on ferait peut-être de plus grandes choses à tout point de vue. Ouais, c'est le problème. Ça, c'est la magie du lâcher prise, hein. Mais regarde comme l'information, elle vient à toi justement quand tu n'attends rien. Au moment des rêves, justement, quand tu vas te coucher, parce que ton inconscient, il prend le dessus. Et il y a une espèce de phase comme ça entre le sommeil et le moment où on est éveillé, où ben, on est capable de percevoir des images, de la géométrie, de voyager. D'ailleurs, tu expliques bien dans ton livre par rapport au remote viewing, etc. Tu parlais aussi, tu vois, de signature. La signature, par exemple, il y a quelques années, j'avais fait une émission sur BTLV où je parlais d'un gars. En fait, une fois, j'étais en train de lui faire un soin. Et quand je lui ai mis les mains autour de sa tête, il me dit, enlevez vos mains, remettez vos mains, enlevez vos mains. Je me disais, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me demande ça? Il me dit, quand vous vous approchez les mains de moi, il y a un son il y a un son qui est là. Et en fait, je pense qu'on a tous une signature sonore, une fréquence énergétique. Et cette signature, je pense qu'elle rentre en résonance. Et en fait, ton livre me donne raison quelque part. On rentre en résonance avec l'environnement. Et selon comment on est câblé énergétiquement, sur quelle fréquence on est branché, alors c'est vrai que quand tu es en lâcher prise, ben, tu vas capter peut-être plus facilement ce qui se passe autour. Il y a ce phénomène d'empathie, hein, quelque part, qui se développe. Et c'est vrai que quand tu vas sur certains endroits, en fait, où il y a des mémoires qui sont là, qui se réveillent, tu sais pas. Alors parfois, t'as pas forcément l'historique, mais ça va évoquer en résonance avec toi. Et comme tu dis, chacun va pas forcément vivre les choses de la même manière. Euh, et comme pour tes méditations, c'est pareil. Sur chaque méditation, en fait, tu vas aller travailler sur un niveau, mais les mots, ils vont pas résonner de la même manière sur chacun. Pourquoi? Parce que chacun a son histoire, chacun a eu ses émotions, ses blocages, ses accidents de vie, etc. Et c'est quand même, c'est important de parler de tout ça, de tout ce que tu as vécu justement avec ce livre, avec ses synchronicités, parce que quelque part, on nous met aussi les signes tout le temps devant les yeux, mais il faut avoir les yeux ouverts quand même pour vous les voir et à un moment donné, enlever ce blocage du plan rationnel, de la programmation qu'on a eue depuis l'enfance, quelque part, voilà, de se faire confiance et de réveiller cet instinct-là. Et en fait, ton livre, j'ai l'impression que quelque part, il te rappelle que tu peux re-rentrer dans tes intuitions et du fait de se lâcher prise, tu vas aller justement atteindre d'autres sphères plus facilement. Mm. Oui, c'est exactement ça. C'est un manuel aussi, ça peut se lire comme ça. C'est une histoire, c'est un manuel, c'est une réactivation. C'est l'idée de dire aux gens, faites-vous confiance. Arrêtez de croire que c'est pas possible parce qu'on vous a dit que c'était plus possible. Continuez de rêver parce que c'est justement aussi la nuit et à travers les rêves que des informations transitent. Et ces informations, comme elles ne passent plus par le mental ou par le temps linéaire, c'est là que les rêves prémonitoires peuvent arriver. C'est là qu'on peut aussi rencontrer
des défunts ou des informations de ces défunts. Et donc, ce livre-là, on pourrait dire que c'est un manuel du petit physicien quantique de demain, ou même celui de l'humain de demain, tout simplement. Je pense qu'il faut même enlever le mot physique et quantique avec tout ça, qu'on met à toutes les sauces. C'est comment devenir des humains accomplis. Ça passe par cette connaissance de soi et aussi cette plongée en soi, et l'idée de se dire que la magie, elle est possible, que c'est pas parce que les contes de fées n'existent plus forcément dans nos vies qu'il n'y a pas à les réactiver par ce Ouais. biais-là, en disant le monde, on peut l'expliquer d'une autre manière que simplement l'observation directe, reproductible par des machines. Ça, c'est une partie du réel qu'il ne s'agit pas de Oui, renier pour autant. Ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de renier tout ce que la science apporte et tout ce que le matérialisme apporte, mais nous sommes bicéphales et nous sommes hybrides. Donc cette part spirituelle, elle est là. Et il ne faut pas en avoir peur parce que malheureusement, il y a eu aussi pendant très longtemps des dérives autour de ce spirituel, on le sait. Des mm, phénomènes de gouroutisation, des réutilisations, des phénomènes de manipulation de masse ou de prise de pouvoir. Et donc ça aussi, il faut pouvoir l'enlever pour essayer d'aller à la source même de ce que devrait être ce monde spirituel qui doit être simple, personnel, libre, autonome. Ça, c'est très important aussi dans ce livre. Je leur dis, tout ce que je raconte, peut-être que c'est faites-en l'expérience. Je veux surtout là m'effacer derrière l'expérience que vous pourrez faire. Ça, c'est le message le plus important, c'est que dans ce milieu-là, il ne faut pas s'en remettre à un directeur de conscience, puisque nous l'avons en nous, en fait. D'où cette idée d'aller chercher l'enfant intérieur, ce petit roi Arthur, cette Mm. Viviane que vous avez en vous, ce Merlin qui est toujours là. C'est un champ d'information, c'est comme une planète avec tout autour ses satellites. Nous, on a plein de satellites comme ça qui s'activent en fonction des moments de notre vie, des tels mythes, tels archétypes qui s'activent à des moments précis, tel réseau mémoriel, familial, transgénérationnel. C'est hyper complexe. En fait, c'est même pas une toile, c'est une superposition de toiles. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait voir les choses. Et pour ça, il faudrait regarder de près la théorie des cordes. Mais je pense que c'est ça. C'est une superposition de toiles et d'informations qui mm. s'activent en fonction de ce que l'on a, de ce que l'on a à vivre. Ce qui fait qu'on peut très bien passer sa vie à ne rien activer du tout. Et c'est juste aussi. Il s'agit simplement d'essayer de vivre l'expérience la plus riche possible. Ouais, un peu comme les poupées russes. À chaque fois, tu enlèves une couche. Hum, C'est ça. C'est ça qui est. Et puis, tu apprends, je pense, aussi à faire confiance parce que quand tu abordes que ce soit la spiritualité, la conscience, par quelque chose de logique, en fait, justement, peut-être que tu prends confiance et il y a des gens qui sont tellement rationnels ou qui ont besoin quelque part d'aller casser euh, des mythes, finalement, qu'on leur a inculqués pour vivre dans un système qui, finalement, nous, on trouve ça normal parce qu'on vit à l'intérieur, et ben, d'aller voir que derrière ce système, ce mythe, et ben, il y a d'autres possibilités. C'est d'ouvrir sur d'autres possibilités. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on en a encore plus besoin parce que finalement, on nous bombarde d'informations qui ne nous appartiennent pas forcément. On le vit de l'extérieur et ça ne nous rend pas forcément bien à l'intérieur. Et je pense qu'il faut avoir, tu vois, cette fameuse grotte à un moment donné où tu es capable de te ressourcer, à aller trouver quelque chose qui t'apaise par rapport à tous ces événements de vie, que ce soit par rapport au travail, voilà, les longues journées qu'on a, etc. Trouver ce moment de pause. D'ailleurs, on en discutait avec Pascal Fechner. Fechner, il disait, mais le temps, tu le prends. Voilà. Mais il faut prendre voilà, ce temps-là pour se réapproprier un petit peu, comment dire, notre vie. Et je trouve que dans ton livre, justement, c'est comme je disais tout à l'heure, ça va crescendo, c'est-à-dire au fur et à mesure où on prend sur les bases pour aller justement réexpérimenter les éléments, que ce soit la nature, la pierre bleue, l'eau, etc. Et c'est assez, enfin, je trouve pour ça, il te conduit bien vers une rationalité et en même temps vers cette ouverture d'information. D'ailleurs, ton livre, alors, moi je vais encore le montrer, hein, ce livre. Je trouve qu'il est très bien fait parce que justement, il est fait par plusieurs étapes. Et justement, quand on est passé par toutes ces étapes, on peut voir, donc en plus avec les images, excusez-moi, il y a mon marque-page qui est parti. Les images, donc, ce qui nous permettent de nous projeter aussi dans ces méditations. Et il y a un truc qui est génial parce que
je disais à Sophie, je ne sais pas comment je vais te transmettre les méditations. Et en fait, le truc idiot, c'est que je n'avais pas vu, c'est que tu as les fameux QR codes qui te permettent justement d'aller te brancher. Donc, non seulement tu as un CD qui est à l'intérieur, que j'ai pas enlevé, du coup, j'ai pas eu besoin d'aller l'enlever. Je suis allée directement avec le QR code. Et au fur et à mesure, donc c'est un livre qu'on peut emmener partout avec soi, vu qu'on a souvent son téléphone. Et que si en fait, on a besoin d'aller expérimenter une énergie par étapes, alors même si on a fait toutes les étapes, revenir à quelque chose qui nous appelle à nous, eh ben, on peut aller avec ce livre, justement, on peut l'emmener partout et puis refaire ses méditations sur certains lieux, par exemple. Hein. Tu vas en forêt, voilà, tu vas au bord de la mer, ben, il y a un champ aussi hein, qui se trouve autour de toi. Et selon où tu es, en fait, je pense que c'est même plus facile de se projeter. Donc, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est fabuleux. Alors maintenant, il n'y a que les QR codes, le CD. Tu as la chance d'avoir les derniers exemplaires avec CD parce que maintenant, ils n'éditent plus que les QR codes. Voilà, c'est bon Ouais. à savoir. Donc, n'attendez pas de CD si vous l'achetez maintenant. Il n'y a que des QR codes, mais c'est le plus pratique parce que c'est vrai, tout le monde a un portable et on peut se connecter avec le livre à peu près n'importe où. Ça, c'est vrai. Et tu Mm. parlais des lieux tout à l'heure, Audrey, d'aller dans un champ, d'aller. Mais si tu rentres du boulot, que tu prends le train pendant 2 heures, est-ce que tu peux écouter ce type de CD ou est-ce que c'est pas du tout approprié pour une méditation? Tu vois, tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu as envie de déconnecter, la journée a été assez anxiogène. Il n'y a pas de moment de propice à la méditation ou il faut vraiment que tu sois au calme chez toi ou tu peux le faire lors d'un voyage en train ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu te déconnectes du boulot, tu es dans le train. Est-ce que ça se fait à tout moment une méditation? Il faut vraiment choisir le contexte. Il faut vraiment être dans un lieu qui fait que. Là, c'est plutôt, ouais, il faut quand même être disponible parce qu'il y a des informations, il y a des choses qui se passent, et c'est pas tellement la méditation, relaxation. C'est même parfois dans la méditation, il y a des choses, difficiles qui peuvent se passer. Alors ça, c'est dans les éléments quand j'anime des ateliers sur, Merlin, là, il y a 7 éléments, mais depuis, j'en ai découvert 3 nouveaux. Donc ça, pour ça, il faut faire l'atelier Merlin parce qu'après, la numéro 9, c'est quand même l'expérimentation du tombeau de Merlin et l'expérimentation de la mort. Donc quand vous êtes face à ce type de méditation que je ne voulais pas mettre dans le livre, c'est il faut quand même être prêt parce que vous allez chercher des choses qui peuvent ne pas être très agréables. Et ça, je le dis aussi dans le livre, c'est que la méditation, pendant très longtemps, il y a eu un petit malentendu dessus. On croyait que c'était un moyen de faire, d'être zen, d'atteindre une espèce de tranquillité, de zénitude. Et c'est pas comme ça que les choses se passent parce qu'il y a quand même toujours des soubresauts et des choses qui travaillent. Et c'est effectivement mieux vaut être disponible, pleinement disponible pour réaliser ces 7 méditations. C'est là où je voulais en venir. Ouais. À mon sens. Et surtout, alors par contre, si on veut vraiment aussi apaiser après cette fameuse journée de travail, il faut aller regarder du côté de l'aubépine de Glastonbury, qui est l'un des éléments que j'évoque dans le texte. Cette aubépine Mhm. sacrée qui fleurit 2 fois l'an, parce que là, c'est la méditation du cœur. Donc, c'est forcément là où, d'ailleurs, les témoignages que j'ai eus de retour de lecteurs, de lectrices, il y a eu parfois des vrais petits miracles d'apaisement, d'ouverture, d'amour inconditionnel, d'expansion du champ énergétique, on pourrait dire. Donc, ça dépend aussi de ce que l'on vit dans la journée. Il vaut mieux pas faire la méditation Stonehenge qui nous fait partir hors du temps, mais peut-être celle de l'ancrage et Mhm. celle du cœur. Celle du cœur qui révèle d'ailleurs ce qu'est le Graal. Ça, on ne va pas le dire, mais c'est aussi une quête du Graal. Hein. Quand on parlait de récit initiatique, il y a Merlin, il y a le roi Arthur, il y a les chevaliers de la table ronde. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Il y a quand même une quête. Cette quête, c'est le Graal, cet objet précieux. Bah, dans le livre, je révèle un peu, parce qu'il y a des choses un petit peu nouvelles depuis que j'ai découvertes, mais j'essaie de dire que ce Graal, il est quelque part. Il y a une localisation précise du Graal, je vous laisserai découvrir ça. En nous. En partie, c'est vrai que chercher l'extériorité, chercher la richesse, chercher le trésor, loin, c'est peut-être pas l'essentiel.
mais cette quête du Graal, c'est aussi une quête de soi. C'est Mmh. d'où la table ronde, d'où Stonehenge. On est à chaque fois dans des cercles. C'est la figure qu'évoque Jung, hein, comme étant le soi. La représentation même du soleil en astrologie, c'est le cercle avec un point au milieu. C'est aussi la même représentation de Ra en Égypte, c'est le rayonnement, la source. Et la source, c'est nous, c'est le soi. Et tout le livre permet justement de passer du moi, très égotique, au soi, qui est un dépassement de ce moi. Et Mm. voilà, pour ça, il y a quelques méditations qui permettent de toucher du doigt ça, et c'est l'œuvre d'une vie. Il faut quand même considérer que ce n'est pas une méditation ni un livre Mmh. qui permettent de régler définitivement le problème. Ah Mais bah, c'est pas ça facile. ouvre, c'est une clé, c'est une clé. Mmh. Mmh. Alors, pardon, mais il y a quelque chose que tu as mis aussi subtilement au début du livre, on n'en a pas parlé. Tu nous rends hommage à Cyril Campo, qui était aussi compositeur, musicien, et qui travaillait beaucoup avec le 432 Hertz. Tu peux nous en dire plus? Oui, eh ben, c'est bien que tu aies noté cette dédicace. Je crois qu'on ne m'avait d'ailleurs jamais posé la question de savoir à qui ce livre est dédié. Je pense que c'est très important, de savoir que Cyril Campo, je l'avais contacté parce que normalement ce livre aurait dû être accompagné de musique. La méditation aurait dû être accompagnée de la musique de Cyril Campo, qui a travaillé avec des flûtes, qui a travaillé avec des chamans, qui était présent lors de l'enregistrement des méditations. C'est important, je pense qu'il est présent, il accompagne aussi ce livre. Qui était un être absolument adorable, très angélique, très hors de ce monde. Et voilà, il se trouve qu'au moment où il allait commencer à composer Merlin, il est tombé très gravement malade et il est décédé en un temps absolument incroyable. C'était une tragédie qui a entouré aussi cette composition-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu la musique de Merlin et que je voulais quand même que ce livre lui soit dédié. C'est vraiment quelqu'un qui avait saisi mon projet, qui avait tout de suite dit oui, qui avait été emballé par l'idée de composer sur Merlin parce que lui-même se sentait en osmose avec ces légendes-là. Et ça me touchait d'autant plus de lui dédier ce livre et de voir qu'il aboutissait, et que derrière, finalement, il n'y avait pas besoin de musique, mais c'est simplement sa présence et le silence et notre musique intérieure qui pouvait résonner. Donc, il est effectivement présent à chaque fois qu'on ouvre ce livre. Cette musique qui n'existe pas, cette musique des sphères, cette musique angélique qui le caractérise si bien. J'ai Mm. même du mal à parler de lui au passé d'ailleurs, hein. C'est vraiment Mais il est ça fait toujours partie de présent, hein. ces Il êtres est... qui sont Mmh. là, bien sûr, c'est assez incroyable. Je l'ai très peu connu, mais il a été d'une importance capitale dans l'élaboration de ce projet. Et voilà. Donc de là où il est, je pense qu'il nous On perçoit, voit il nous capte et il nous guide. on Je voit que suis ça te certaine touche. que... Merci Audrey d'avoir Ouais. soulevé ce point-là parce que c'est important quand de pouvoir rendre un hommage à quelqu'un qu'on a apprécié, avec qui on aurait aimé que Mmh. le projet en découle. Moi, je pense qu'il, connaissant Audrey, elle va penser la même chose que moi, qui ne doit pas être trop loin pour t'accompagner là-dessus. Mm. Et la présence de la musique, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu vois, on parlait de signature sonore, de signature énergétique. Quelque part, du coup, tu l'as engrammé dans ton livre. Donc, ça lui redonne une sorte d'éternité. Et puis, rien ne nous empêche aussi de s'accompagner avec les méditations, d'une musique de fond, de Cyril Campo aussi. Peut-être que ça peut aider certains, justement, à aller plus loin, dans leur méditation ou à lâcher prise, en tout cas. Pour passer ces petits moments pour soi, ces moments d'éveil, ces petits moments de calme dont on a tant besoin. Et en tout cas, je tenais vraiment à te remercier, Philippe, parce que, alors, tu sais, on dit tout est synchronicité, ça c'est tellement vrai. Moi, alors, pour ceux qui me connaissent, je suis très douce, mais je suis capable d'avoir un caractère de chien. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire, j'ai le côté barbare, hein, bon, n'est-ce pas, Philippe? Le côté viking, je Et dirais, viking. oui, voilà, viking et tranchant. Et disons que j'avais été contrariée. J'ai été contrariée dans la journée. Et c'est vrai que j'avais lu ton livre, mais j'avais pas été au bout des méditations. Pas le temps, avancer sur autre chose, passer à autre chose. Et puis là, on s'est dit, on va faire cette émission, et ben, on va reprendre le livre, on va le relire, on va regarder ce qu'il y a au bout. Et en fait, les méditations, elles sont tombées, mais juste à point nommé.
pour me reposer, en fait, cette pensée qui était un peu trop acide en moi. Et c'est là qu'on oublie, en fait, que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire que même quand on connaît toutes les pratiques, qu'on sait sur quoi ça résonne, etc., on a tendance à pas le faire. Et ben, moi, je dis, bah voilà, aujourd'hui, je vais reprendre les méditations parce que ça fait du bien. Et selon, en plus, c'est vrai que tu as des images qui sont personnelles qui arrivent. Est-ce que tu fais du remote à ce moment-là et que tu te projettes dedans, ou est-ce que l'information vient à toi, etc. Et toutes les sens que tu as mis dedans, en fait, le son de ta voix aussi, hein, il est très agréable à entendre. Euh, on est quand même bien placé pour savoir que tout le monde n'a pas une voix forcément faite pour faire de la méditation, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ces moments-là, j'étais encore hier soir en train d'écouter mon mari avec sa télé et moi avec ma méditation, mais j'étais complètement isolée, donc c'était parfait. Et j'ai très bien dormi, donc je te remercie. Voilà, ça fait partie aussi des effets. Déjà, je te remercie et je vous remercie pour toutes les beaux retours, les belles appréciations que vous avez. C'est vrai que chacun vit son expérience. Mm. Parfois, on a besoin du livre pour nous dynamiser et puis avoir ce côté un peu plus guerrier quand il y a besoin. Et on a aussi parfois besoin de douceur. Ah, donc, ça dépend des lieux, des énergies et des éléments de Merlin dont on a besoin. C'est toujours juste. Au moment où on peut ouvrir le livre, il y a peut-être aussi le côté bibliomancie que j'ai plus développé dans l'autre livre. Mais c'est toujours très, très agréable d'avoir des retours positifs. Mm. En tout cas, Carrément. moi j'ai beaucoup apprécié et comme, alors, comment dire, moi je suis un peu avare de compliments par moment, mais clairement j'ai beaucoup apprécié. Mais en plus, il faut dire qu'avec Philippe, on commence à se connaître parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on jacasse, hein. Mais c'est vrai que là, je n'ai pas pris le, le côté humain, je l'ai suivi comme un enseignement et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce que je sais en plus, c'est que Philippe nous donne encore des clés dans un autre livre et j'espère que tu auras l'occasion de nous en parler très prochainement, qui sont les 9 clés de la sagesse islandaise. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, etc. Et tu pourras aussi nous parler d'Islande à ce moment-là, parce qu'on est passé de l'Angleterre, là on va passer à l'Islande, qui est beaucoup plus viking, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Et je pense que nous, on a encore nombre de choses encore à parcourir, parce que c'est... Alors Philippe, ce qui est étonnant, c'est qu'il a une façon de penser, de poser les choses, qui fait que tout devient facile derrière. Et les voyages, en fait, je pense il faut voyager hein, pour développer aussi ce sens, ce sixième sens, pour le transmettre et puis avoir cette émotion. Parce que quand tu voyages, tu vois d'autres civilisations, tu t'en imprègnes, voilà. Et puis après, ça dépend comment tu voyages. Est-ce que c'est juste en simple touriste ou si justement tu ressens les énergies, les gens, l'historique, etc. Voilà. D'ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu de ton livre, Les 9 clés de la En quelques sagesse mots, alors islandaise? c'est vrai que si on est sur la construction d'un système, on a Merlin, il faut poser les bases. Et là, on arrive à comment vivre dans le monde qu'est le nôtre, qui est quand même un monde. Alors, toutes les époques ont été difficiles. Mais là, on est quand même depuis 2020, on voit des choses qu'on ne pensait pas vivre de notre vivant, entre pandémie Mm. mondiale, bruit de bottes plus ou moins inquiétant, un monde très anxiogène, très instable. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait nous apporter des clés, encore une fois, non pas pour être zen, sans problème et attirer à nous la richesse, l'amour et la paix, mais comment, au contraire, devenir des guerriers de lumière, c'est-à-dire quand même être capable d'être à la fois zen et d'être dans l'attitude de défensive quand il y a besoin. Et de ce point de vue-là, je suis allé du côté de l'Islande. Donc ça, oui, je pense qu'on en Mm. parlera sans doute dans une autre émission, puisque les 9 clés de la sagesse islandaise, bah, si vous voulez, pour résumer, c'est un peu comme les accords Toltec, mais à la sauce islandaise, sauce nordique, mais encore plus complet, je dirais, parce qu'avec les 9 clés, là, vous avez accès à l'ensemble de l'expérience de l'humaine condition. Il y a tout dedans. Donc, aussi bien la nécessité du contact avec la nature, la nécessité d'une communication juste, la nécessité de toujours être créatif. Et puis, c'est pareil, ça va crescendo jusqu'à la 9e clé.
Donc, on en parlera. Et ce n'est pas un hasard si là, dans les classements des pays les plus heureux du monde, on a l'Islande. On a les pays nordiques, mais l'Islande doit être, je crois, deuxième. Le premier, c'est la Finlande, et en deuxième, on a l'Islande. Pourtant, il n'y a que des volcans, des tremblements de terre, ils ont été conquis, ils ont une résilience extraordinaire. Et c'est là que je me suis dit, et nous, la France, 22e, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Et donc, Pas très les clés heureux. de la sagesse islandaise, c'est pour savoir qu'il y a une résilience et un bonheur possible. Mais encore une fois, c'est très exigeant. Ce n'est pas du tout du livre développement personnel bisounours. Il faut savoir aussi travailler sur soi et aller chercher l'ombre avant d'accéder à une forme de lumière. C'est un livre exigeant, totalement différent, qui m'est venu de manière assez inopinée aussi par une synchronicité, alors que ce n'était pas du tout le livre que je pensais écrire. Mais voilà, c'est le dernier né. Donc, il faut maintenant qu'il vive sa vie. Oui, bah écoute, on va mettre les liens avec Sophie, on mettra les liens bien évidemment sous la vidéo pour ceux qui veulent déjà premièrement comment dire, faire l'expérience avec Merlin, la magie de la conscience. Et on mettra bien évidemment ton deuxième livre pour ceux qui sont interpellés par l'Islande. Alors l'Islande, c'est vrai que c'est pas le premier, quand tu penses à voyager, c'est pas le premier pays auquel tu penses, hein. Tu penses, alors si tu aimes la chaleur, aller dans les îles, etc. Et, je- et quelque part, tu vois, ce côté viking, hein, de se dire, bah, si on va au contre-courant, effectivement, on va aller plus dans les pays nordiques et c'est très intéressant. C'était un peu les pays oubliés, hein, ces derniers temps, hein. Donc, c'est bien que tu nous fasses aussi découvrir ces tempéraments-là, en tout cas, et ces clés, ces nouveaux mythes, quelque part, auxquels on est plus ou moins étranger, en France en tout cas. Totalement, mais les Grecs en avaient déjà parlé, hein, c'est l'Hyperborée, c'est l'île de Thulé, c'est aussi un rapport au surnaturel qui n'a rien à voir avec notre France cartésienne. On a des choses extraordinaires en France, mais on a aussi Descartes plus les Lumières qui nous ont un peu atrophié le coronal. Donc je pense que si on va du côté de l'Islande et que là-bas, ils sont, on le sait, hein, ce n'est pas une légende, ils sont capables de dévier des routes ou des constructions parce qu'il y a des êtres surnaturels, des elfes, C'est vrai. c'est pas du folklore. C'est que ces elfes-là, c'est peut-être aussi une manière de parler de champs énergétiques qu'il ne faut pas déranger. Il y a une ouverture de conscience qu'ils ont peut-être plus par rapport à nous. On est frileux. Et je pense de ce point de vue-là qu'il faut que progressivement on s'ouvre, ou pas d'ailleurs, il n'y a aucune obligation. Mais je pense qu'on rate quand même quelque chose. Quand on va là-bas, on se rend compte que la vie est plus ample, plus riche, et les sens sont aiguisés parce que forcément, vous savez que vous avez la Terre qui est là, qui est jeune, qui est prête à jaillir. Là, il y a encore une éruption qui vient de se produire dans la péninsule de Reykjanes, où se trouve le Blue Lagoon, qui est un endroit touristique par excellence. Alors que ça, on n'a pas forcément ça en France, hein. Enfin, il y a des tremblements de terre, bien sûr, mais nos volcans sont bien assagis pour le moment. Donc là, forcément, quand vous vivez avec une nature qui peut à tout moment détruire votre maison ou votre vie, vous avez des sens encore plus subtils qui sont aiguisés et toute une sagesse faite de résilience, de courage, de tempérament et de tempérance. Mais on en parlera une autre fois. Oui, exactement. En tout cas, Philippe, merci infiniment de cette ouverture, d'avoir consacré un petit peu de ta soirée avec nous pour parler bah, de tes livres, de ton livre principal pour l'instant, puisque cette émission elle est consacrée à Merlin, la magie de la conscience. Et en tout cas, tu nous donnes d'autres envies, c'est d'aller explorer une prochaine émission donc avec toi pour parler de ces clés islandaises. Alors Philippe, où est-ce qu'on peut te retrouver très prochainement? Alors, il faut attendre quelques mois, mais au mois de juin, il va y avoir une rencontre autour du féminin sacré. Ça s'appelle les rencontres Science et Conscience. C'est pas très loin de Montauban. Donc là, il y a plusieurs intervenants et surtout, si on en parle, c'est parce que là, pour la première fois, je crois, je vais parler de la sœur de Merlin. Parce que Merlin, on nous a caché beaucoup de choses sur lui, mais je suis pas certain que les gens sachent qu'il avait une sœur, Ganyeda. Et donc, ça va être l'occasion de réveiller cette fois-ci le féminin sacré. Ça va être une rencontre autour de ça. Il y aura plein d'intervenants que vous connaissez, Jocelyn Morisson et d'autres, qui seront là week-end de la Pentecôte, le samedi 7 juin. Voilà. Alors magnifique, on va être très heureux en tout cas pour les Toulousains. Amis Toulousains, si vous êtes disponibles à ce moment-là, ne manquez pas la conférence de Philippe Rosset pour parler donc
et découvrir la sœur de Merlin. Voilà. Il y avait autre chose à dire, Sophie? Tu voulais dire autre chose? Non, de ne pas hésiter à partager. Féminin sacré, ça va parler à beaucoup. Donc, allez-y, foncez. Merci à tous, passez une bonne soirée et merci d'avoir partagé ces instants avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission sur les chroniques de Solo. À bientôt. Bientôt.